Pierre Castelnau, vous êtes professeur de neuropédiatrie, formateur en hypnose, et vous venez d'être élu président de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, la CFHTB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette confédération? Oui, bien sûr. La Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève a maintenant 25 ans d'existence et elle a vocation à réunir les instituts de formation professionnelle à l'hypnose et aux thérapies brèves exclusivement destinés aux professionnels de santé de manière à promouvoir l'utilisation de ces approches dans le soin. Actuellement, il y a à peu près une trentaine d'instituts qui ont rejoint la CFHTB, qui adhèrent à sa charte, à ses valeurs, à ses règles de fonctionnement, car l'utilisation de ces stratégies dans le soin impose un certain nombre de règles professionnelles. Et nous avons maintenant une organisation de la CFHTB qui se dirige, qui est maintenant celle d'une société savante, avec effectivement les missions d'une société savante, c'est-à-dire promouvoir l'innovation, promouvoir l'enseignement et promouvoir la recherche. Alors, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être élu président de la CFHTB en janvier 2022, à la suite du docteur Gérard Fitoussi, qui était le président jusque-là, et qui m'a transmis ce bâton de maréchal, enfin cette mission, de contribuer à la structuration de la CFHTB en société savante, et j'ai lancé dans cette dynamique le prix de recherche de la CFHTB, qui a vocation à mettre une certaine somme d'argent pour permettre à de jeunes étudiants d'effectuer un Master 2 de recherche à l'université sur une thématique ayant rapport avec l'hypnose ou les thérapies brèves dans des unités de recherche francophones, donc Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada, les territoires ultramarins également, et donc et la France. Et effectivement, il y a une dynamique qui se dégage, qui est assez forte maintenant, où nous avons des équipes de recherche à l'École normale supérieure, à l'INSERM, au CNRS, ainsi que dans les universités francophones en Europe, qui s'intéressent maintenant à étudier les mécanismes de l'hypnose et des thérapies brèves, que ce soit dans le domaine de l'imagerie, de la psychologie, de la biologie, probablement dans les années à venir. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un développement de l'hypnose et des thérapies brèves qui est très, très enthousiasmant, parce que c'est vraiment intégré dans les soins, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les facultés dentaires, les facultés de médecine, où effectivement ce sont des formations tout à fait reconnues, et on peut dire qu'aujourd'hui l'hypnose fait partie des pratiques de soins tout à fait officielles et enseignées dans les universités. Alors, la CFHTB, pour conclure, a aujourd'hui un rôle à jouer, parce que nous voyons se développer beaucoup de pratiques qui doivent être quand même un petit peu surveillées dans le domaine des soins, car nous avons affaire à des patients et des sujets malades, vulnérables, et donc effectivement nous devons également faire attention à ce que ces pratiques soient effectuées avec rigueur, avec le respect d'un certain nombre de règles, car ce sont des techniques assez puissantes. Et donc, nous sommes en lien assez étroit avec des organismes du gouvernement, des organismes publics, le ministère, la NDPC, etc., de manière à faire en sorte que nous continuions à garantir des pratiques faites par des professionnels de santé et non pas réalisées par toutes sortes de professionnels qui n'ont pas le bagage, le cursus, l'expérience de ce que c'est que d'être soignant et thérapeute. Donc c'est effectivement aussi un travail un petit peu de vigilance, de veille, pour éviter qu'on bascule dans des pratiques, des dérives qu'il faut un peu maîtriser. Voilà la situation aujourd'hui de la CFHTB. Oui, donc si j'ai bien compris, la CFHTB, c'est une sorte aussi de garant moral. Les sociétés qui y adhèrent doivent obligatoirement adhérer à la charte éthique,
Et un des articles importants de cette charte éthique, c'est de ne former que des professionnels de santé ou des psychologues. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes en dehors de ces professions qui sont capables de faire l'hypnose correctement, mais c'est pareil, hein, il y a des gens qui sont peut-être très doués pour la neurochirurgie, sans avoir été neurochirurgien, c'est peut-être mieux qu'ils apprennent quand même. Absolument, il y a effectivement on voit bien que ces techniques puissantes ne sont pas à mettre dans n'importe quelle main, et qu'à partir du moment où l'on a un bagage de soignants, de thérapeutes, ça prend des années à acquérir ce savoir-faire, ce savoir-être vis-à-vis d'un patient, et qu'on ne s'improvise pas comme ça thérapeute du jour au lendemain. Et donc nous sommes un petit peu vigilants sur la promotion, l'enseignement, la recherche, mais aussi la vigilance par rapport à des pratiques qui sont parfois dangereuses pour les patients. Et nous estimons que notre devoir est aussi, compte tenu de notre expérience, d'être vigilants par rapport à cela. Et j'ose espérer que nous allons pouvoir aller vers un peu plus de réglementation et un peu moins de dérives et de dérapages, car on en voit. Alors l'autre volet intéressant, c'est le développement de la recherche scientifique. C'est intéressant que la CFHTB s'y implique, parce qu'actuellement, une des grosses évolutions de l'hypnose, c'est les liens avec les études par les neurosciences, qui effectivement ont objectivé, confirmé scientifiquement la partie très spécifique de l'hypnose. Contrairement à d'autres pratiques qui, elles, ne sont pas du tout modifiées. Et ça va être effectivement un argument très important pour la reconnaissance officielle dans les enseignements universitaires, etc. Oui, tout à fait. On pourrait dire que le jour où les techniques d'imagerie moderne actuelles d'IRM ont montré l'activation de structures cérébrales pendant la transe hypnotique, on a arrêté du jour au lendemain de suspecter qu'il s'agissait uniquement de mise en scène, faisant appel à des compères et des techniques de spectacle. Ce sont des ressources tout à fait naturelles de l'être humain, j'allais dire pas que du cerveau humain, mais également du corps humain. Lorsque nous nous rendons en voiture pour un trajet familier, nous passons à un moment donné dans un état un petit peu second. Il s'agit d'une transe hypnotique légère, somnambulique si on peut dire, et ce sont des états tout à fait familiers que traversent également tous les enfants qui se développent, qui grandissent, qui apprennent par le jeu quand ils sont impliqués dans leur histoire et avec leurs jouets dans leur chambre. Ce sont des états tout à fait physiologiques, nécessaires au développement d'un être humain, et que nous pouvons mobiliser pour faire du soin et permettre à la personne de ne pas rester bloqué dans une logique de maladie ou de symptômes, et de reprendre le cours de sa vie et de dépasser le problème pour pouvoir aller mieux. Donc effectivement, on a besoin du sujet pour faire ça. C'est pas le médecin tout seul qui a des talents de magicien, c'est le soignant et le soigné qui travaillent ensemble, et c'est donc une relation, si vous voulez, du soin, c'est une relation de la santé, du soin, du chemin vers la guérison, qui est très intéressant, parce que pour le soignant, il n'est plus tout seul, et le patient n'est plus tout seul non plus. Donc c'est véritablement une rencontre où chacun apporte ce qu'il a apporté, et je pense personnellement que cette approche est très nécessaire et très salutaire à un moment donné où on a une médecine qui devient extrêmement technologique, avec des outils diagnostiques de plus en plus techniques, des outils thérapeutiques de plus en plus techniques, et où finalement on pourrait presque oublier qu'au milieu de tout ça il y a un patient qui est là avec ses motivations, son histoire, son passé, ses ressources, et qui peut participer au processus de soin. Donc c'est pas juste une technique de plus, c'est aussi une philosophie du soin, et la CFHTB est très attachée à cette philosophie du soin. Alors je sais que vous êtes aussi très impliqué au niveau universitaire, et justement, ne parlons pas d'hypnose, mais déjà, est-ce que la communication thérapeutique, est-ce que c'est enseigné dès le début des études de médecine, dans beaucoup de facultés, ou est-ce que c'est encore anecdotique?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, il s'agissait d'enseignements optionnels dans quelques facultés. Et depuis peu, l'évolution des compréhensions, y compris les progrès de la recherche, ont permis donc de montrer qu'il s'agissait de phénomènes tout à fait physiologiques. Et nous avons atteint un niveau où, dans les facultés de médecine, par exemple, il y a ce qu'on appelle un item, donc un cours qui est obligatoire dans la formation des futurs médecins, en second cycle, où ils entendent parler, pendant un temps assez limité, mais de médecine complémentaire, de techniques de médecine intégrative, ces différentes approches. Ils en entendent parler de manière obligatoire, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents pour le faire, mais ils ont ensuite la possibilité, en troisième cycle, de faire des formations plus spécifiques et d'apprendre, y compris après ensuite, lorsqu'ils sont titulaires de leur diplôme de santé, ils ont la possibilité de faire des formations, notamment dans le cadre du développement professionnel continu, le DPC, et aussi dans le cadre des instituts de la CFHTB qui accueillent ces professionnels de santé pour les former. Donc, en réponse à votre question vous me posiez la question du début des cursus, en fait, des premières et deuxième années. Depuis 2 ans, c'est obligatoire. C'est très restreint, certes, mais c'est officiellement enseigné dans les facultés de médecine. Et l'idée est d'aller vers une extension de cela au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut former tout médecin? Là, je parle exclusivement des médecins, mais on pourrait parler des infirmières, des sages-femmes, on pourrait parler des autres professionnels de santé, les dentistes, etc. Est-ce qu'il faut former tout le monde? Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut permettre à chacun de pouvoir y être sensibilisé, de savoir que ça existe, et puis de pouvoir ensuite se former. Alors c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce qu'on appelle les diplômes d'université, les DU, qui permettent cette fois-ci, sur des formations d'environ 100 à 120 heures, sur 1 année ou 2 années, d'acquérir les compétences pour être autonome dans la pratique de l'hypnose. Ce qui est important pour nous, et en particulier au sein de la CFHTB, c'est que le professionnel de santé doit rester dans son champ de compétences. Ça veut dire qu'une fois qu'il est détenteur de ces techniques et qu'il sait les utiliser et les mettre en œuvre, il ne se met pas à changer pour autant de discipline. Je veux dire par là que le dermatologue ne devient pas neurochirurgien ou le pneumologue ne devient pas cardiologue, si vous voulez, ou pédiatre. Donc c'est important qu'on comprenne que même si ces techniques permettent d'apporter du bien-être à de nombreux patients, pour autant le soignant doit rester dans la discipline qui est la sienne. Et je pense que c'est quelque chose qui est faisable, qui est souhaitable, et qui permet de rester avec des patients dont on a l'habitude, avec des objectifs dont on a l'habitude et en utilisant des techniques nouvelles. Donc c'est aujourd'hui la philosophie qui prévaut, c'est-à-dire, si je résume, être titulaire d'un diplôme de santé, impérativement, acquérir une formation de bonne qualité, et donc il faut réglementer ça, et enfin rester dans son champ de compétences, et à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Eh bien, merci. Je pense que l'on va rester là-dessus. Merci. Et bonne fin de congrès des journées hypnotiques de Biarritz. Merci.